Maintenant, notre deuxième activité de l'après-midi. Alors, un projet de classe international, pourrions-nous dire. Alors, le projet Petit Poucette, qui a été mené par des élèves de 16-17 ans au Québec et en France, à partir de l'essai Petite Poucette de Michel Serres, philosophe et membre de l'Académie française. Monsieur Serres devrait être en ligne. Est-ce qu'il est là? Il est là. Bon, alors moi je ne... Bon, alors bienvenue parmi nous. Alors je vous cède la parole, Monsieur Serres, si vous voulez vous adresser à notre auditoire. Je suis très content de parler à des gens du Québec, d'autant plus que j'ai enseigné au Québec pendant plusieurs années et j'ai une grande souvenir inoubliable de mon enseignement au Québec. Et par conséquent, je serais bienvenu vous voir en présence, mais je ne peux pas aller en ce moment et je ne peux pas parler autrement que avec le website. Je suis ravi d'être là et j'attends les questions et je répondrai si je veux. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. Alors, les élèves du Québec et de la France, donc, ont fait des projets de réalité augmentée à partir de l'essai de M. Serres. Alors, ça se passera en deux temps. Dans un premier temps, nous entendrons des présentations d'élèves et dans un deuxième temps, il y aura un débat d'élèves avec M. Serres. Alors, pour commencer avec les productions des élèves du Québec, nous allons accueillir les élèves de la classe de Annie Turbide. Alors, je les invite à venir sur la scène, et de Guylaine Lorrain. Excusez-moi, madame. Alors, Laetitia de Carufel. Émilie Fortin et Noémie Gagné vont nous présenter leur projet et ensuite on entendra les collègues de la France qui ont fait sans doute quelque chose de semblable. À vous, mesdemoiselles. Ça marche pas. Mon micro marche pas. Allô? Ça marche-tu? Non. Oui? Oui, OK, c'est pas fort. OK. Bon, ben bonjour à tous. Bienvenue au REFER édition 2015. On va commencer par se présenter. Nous sommes 3 élèves de l'école secondaire Cardinal-Roy, une école sport-arts-études. Moi, je m'appelle Émilie et je suis dans la discipline hockey. Voici ma collègue Noémie. Bonjour à tous, enchantée. Je suis en sport-études volleyball et je suis aussi ancienne élève ici à l'école secondaire de Neuchâtel. Je vous présente ici ma collègue Laetitia, qui est en sport-études cyclisme et aussi la présidente de notre école. Bonjour à tous. Alors, je suis enchantée d'être ici. Nous sommes ici, mes collègues et moi-même, afin de vous présenter un projet basé sur une œuvre écrite par le philosophe Michel Serres, intitulée Petite Poucette. Le but de notre lecture, c'était de faire écho à cette œuvre en utilisant la réalité augmentée, tout en priorisant le travail d'équipe. Et en même temps que nous, il y a des élèves de la Belgique ainsi que de la France qui ont vécu la même expérience. Donc justement, on est actuellement en ligne, en vidéoconférence avec les élèves de Nice en France. Est-ce qu'ils sont censés être là, mes amis? Allô? OK, ils sont là. Bonjour Mélanie, bonjour Malika. Comment allez-vous? Oui, nous aussi, ça va super bien. Laetitia vient juste d'expliquer ce que notre objectif initial de ce projet était. Alors, quel était le vôtre? Le projet Petit Poucette nous a été présenté sous forme d'un hommage au philosophe Michel Serres et a été publié sur notre génération. Il a consisté à nous mettre en scène des anecdotes similaires à la société. Pour illustrer cette anecdote, nous avons créé des petites vidéos sous forme d'hommage. Et vous, quel est votre projet initial? Ben, comme Émilie vient de le dire, je l'ai dit dans mon introduction. Donc, on va passer à la prochaine question. Si on s'est reconnu dans l'œuvre de Petite Poucette, c'est ça que vous avez dit?
Parfait. OK, d'accord. Oui, ben en fait, c'est sûr. Depuis qu'on est jeune, on a toujours été dans la technologie. On baigne littéralement dedans depuis toujours. On est né avec ça. Puis, nous sommes vraiment clairement dans la génération petite poussette, là. Est-ce que ça a été la même chose pour vous? Nous, on s'est reconnus dans la sérénité. Surtout, la technologie, comme ça, pour conditions dans le musée, car pour nous, c'est indispensable d'avoir ces besoins. On a une autre question pour vous. Comment avez-vous trouvé de travailler en équipe? Est-ce que vous étiez à l'aise, si on cite les propos de Michel Serres, avec le brouhaha de voix? Pendant le projet de la fonction intellectuelle et physique, je travaillais en groupe avec une certaine autonomie et une certaine confiance des enseignants de l'université par rapport au matériel destiné, les costumes, le produit fini et le contenu des horaires. Et malgré le petit différent entre nous de la classe, le projet nous a permis de nous rapprocher. Et vous? On était vraiment à l'aise avec le travail d'équipe. C'est sûr qu'on a vraiment eu du plaisir à en faire, car on n'utilise pas vraiment cette méthode pédagogique souvent, parce que c'est un peu mal vu par certains. Ça a une réputation d'être non productif et que ça soit un peu du n'importe quoi. Mais grâce au projet de Petite Poussette de Michel Serres, on a compris que ce n'était pas nécessairement du travail d'équipe, mais de la collaboration. On a collaboré avec Google Docs, entre autres, et Padlet. En parlant de Padlet, nous avons un petit extrait d'une équipe très dévouée qui démontre une vraie collaboration en utilisant cette méthode pédagogique Padlet. On va voir cet extrait. J'étais absente au dernier cours. C'est quoi que vous avez fait? On a écouté 2 documentaires vraiment intéressants. Puis ensuite, toutes nos réflexions, puis nos pensées, puis nos commentaires, on a été les faire sur padlet.com. OK, fait que je peux y aller directement puis voir vos différentes opinions. Ouais. Parce que dans le fond, Padlet, on écrit, on met nos informations en commun, puis ça nous permet de mieux les comprendre, puis parce qu'il y a des différentes opinions de tout le monde. Voilà. Maoni, Malika, avez-vous une question pour nous? Et comment avez-vous réalisé le projet avec des activités en lien avec le livre? C'est fini? OK. OK. Alors, on a travaillé autant en éthique et culture religieuse qu'en français pour exploiter le projet, pour vraiment mieux comprendre le livre sur tous ses angles. Et puis, qui de mieux que nos enseignantes de français et d'éthique et culture religieuse pour vous expliquer le déroulement de nos activités. Alors, on va vous montrer un extrait dans lequel on va voir Guylaine Lorrain, une de nos 2 enseignantes de français. La deuxième est dans la salle, c'est Marie-Christine Côté. Elle a autant participé que Guylaine pour faire le projet. Et on va voir aussi Annie Turbine, notre enseignante d'éthique et culture. Bon visionnement. Alors, le plus gros défi pour la classe de français avec ce projet-là, ça a été de décortiquer le texte. C'est un texte qui est assez costaud. Alors, on a utilisé 3 formules pédagogiques différentes pour les 3 parties. D'abord, on a modélisé. Donc, on a lu ensemble, on a expliqué les parties qui étaient plus compliquées. On a aussi décortiqué les phrases pour en arriver à une compréhension commune. Aussi, toute la partie qui dit que le maître aussi, il se soumettait à quelque chose. À quoi se soumettait le maître aussi? Au savoir aussi, qui venait d'où? Qui venait pas d'Internet dans ce temps-là. Ensuite, on a fait de la co-construction en sous-groupe. Donc, chaque sous-groupe avait la responsabilité d'une partie du texte et la partageait, construisait la compréhension de cette partie du texte et partageait ensuite avec les autres. Le savoir se retrouvait dans l'ordinateur et la technologie, c'est que ça laissait plus de place à la créativité. C'est ça, puis il a fait la comparaison avec Saint-Denis. Oui,
alors qu'il portait son savoir en dehors de son corps, tel un ordinateur. C'est ce que je pense. Toi, t'en... Et puis la troisième section du texte, on l'a fait sous forme de speed dating. Le speed dating, c'est dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait, c'est que chacun de nous a lu une partie de l'essai de Petite Poussette de Michel Serres, puis ensuite on l'a résumé dans nos mots pour aider les autres personnes à comprendre l'œuvre de l'auteur. La perception de l'habitat qu'a Petit Poussette est différente de ce que lui avait, de ce que sa génération avait avant. Dans le sens qu'elle sait que tout est accessible, grâce soit mettons, à des TGV, les trains, les avions. Tu sens que, mettons, un pays est plus petit qu'une ville est plus petite, que le monde est accessible. Je passe ça paragraphe par paragraphe. Le premier paragraphe, dans le fond, c'est que la publicité s'impose de plus en plus de nos jours. Mais Petit Poussette, c'est déjà tout ça, fait qu'elle va se faire sa propre opinion. Ma partie en éthique, c'était de voir dans les propos de Michel Serres qu'est-ce qui était soulevé comme problématique, comme critique sociale, et comment on pouvait questionner, dans le fond, le propos qui amenait à travers les différentes sections, là, que ce soit sur l'école ou la société. On a pu chercher les connaissances, on se rend plus à la bibliothèque pour fouiller dans des livres, pour comme, faire tout un processus de recherche. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est nuisible ou non? Est-ce que c'est quelque chose dont on avait besoin à la recherche ou on n'en avait pas besoin? Ben, en fait, en tout cas, moi, ce que j'entends de ça, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que l'utilisation des technologies brime le développement de certaines compétences? Oui, c'est possible. Moi, je vais continuer en vous demandant, est-ce que ces compétences sont toujours nécessaires? C'est moi, je ne sais pas tailler le silex. Michel Serres présente une vision qui est très authentique de l'avenir de l'humanité. Et donc, les élèves ont eu à regarder tout ça, à se positionner, à comparer les générations. En fait, donc leur génération, les digital natives, versus les générations qui les ont précédées. Ensuite, nous avons fait une activité intitulée « Bonhomme toilette sur les générations ». Donc, comment ça fonctionnait? On avait la génération X, qui était avant, donc nos parents, et la génération Y, qui nous représentait nous. Et on écrivait sur un post-it ce qui nous faisait penser à cette génération-là. Puis, on allait simplement le coller sur la fiche comme ça. Tu n'as pas un plus gros débat que elle, c'est juste que... OK. Maoni, Malika, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Voilà. Parfait. Donc, vous, est-ce que c'était les mêmes formules pédagogiques que nous ou c'était différent? Non, pas tout à fait. Okay. En fait, nous, on a commencé par travailler avec la classe en entier. On était tous ensemble et on a essayé de déterminer plusieurs petits groupes qui ont travaillé sur des anecdotes qui étaient communes à chacun. Ensuite, nous avons dessiné un storyboard et on a écrit le scénario pour ensuite choisir les lieux et les acteurs pour signer les scénarios. Et vous avez fait comment? Alors, de notre côté, on a étudié d'abord Petit Poussette ensemble. Ensuite, on a défini les mots-clés. Et pour définir les mots-clés, en fait, on devait faire 3 verbes, le 5, 7 et 5 syllabes, on devait définir les mots. Du coup. C'est tout. D'accord. OK, parfait. Nous, ça fait un petit bout quand même qu'on fait ce projet-là, hein, depuis novembre, même fin octobre. Ça fait un petit bout qu'on fait ça. Facilement. Vous, est-ce que vous faites ça depuis aussi longtemps? Nous, on a mis 1 mois et demi à réaliser ce projet. La classe ressemble à une populaire, mais nous regrettons qu'à cause du délai limité, nous n'ayons pas pu étudier l'œuvre précisément. Donc, ça fait combien de temps? Allez-y, un mois et demi. OK. Ah, excusez-moi. OK, puis dans cette période de temps-là, est-ce que vous, c'était la première fois que vous utilisiez la réalité augmentée? Est-ce que c'était la première fois que vous faisiez des auras? Non, jamais, on n'avait jamais fait d'auras, c'est une première pour nous. Et vu qu'on est une classe de style de ça, d'art appliqué, ça nous a énormément. Et vous? Non, nous, c'était une première aussi pour nous. Mais pour apprivoiser cette chose nouvelle qui était les auras, on a tous choisi, on est en équipe de 4, puis on a choisi un extrait de Michel Serres et on a retranscrit
ce qu'on en avait compris sur un diagramme circulaire, comme ça. Et en fait, on le retranscrivait par le biais de hashtags, onomatopées ou... c'est ça. Puis quand les 2 minutes étaient écoulées, on tournait le diagramme circulaire afin que tous les membres de l'équipe puissent s'exprimer sur le sujet. Et puis, quand le diagramme était rempli, on était prêt à créer. Donc, à partir du diagramme circulaire qu'on avait fait, on a créé des auras. Et le résultat est assez intéressant des auras qu'on a fait. On a justement un petit extrait pour vous le prouver. C'est super, merci beaucoup. Oui, mais bien sûr, je vais apprendre. J'adore. Cette tête que je tiens entre mes mains, elle est comme votre ordinateur portable ou votre tablette tactile. Elle extériorise vos facultés, votre mémoire, votre imagination, votre raison. Elle est comme une boîte cognitive objectivée. Elle vous déleste? Mais que vous reste-t-il? Eh bien, il vous reste la joie incandescente d'inventer. Vous voyez, vous êtes condamné à devenir intelligent. Michel Serres propose une différenciation entre le doux et le dur. Il dit que le doux organise et fédère le dur. Le doux est de nature discrète, permettant à un mécanisme que l'on pourrait nommer dur de fonctionner correctement. Autrement dit, la douceur et la réflexion gèrent les actes et permettent un meilleur encadrement de ceux-ci. Ces idées ingénieuses douces permettent d'assurer la continuité d'une quantité indéfinie de machines dures. Mais pouvons-nous réellement se dire que dans n'importe quel contexte, cette dissociation du doux contre le dur engendrera les mêmes conséquences? Maoni, Malika, est-ce que vous êtes là? Avez-vous une question? Quoi? Face à la tour immobile, féroce, On n'a pas entendu. portant orgueilleusement le nom de l'auteur et au milieu des milliers qui réveillèrent l'ouvrage, dont certains moururent là, face à la tour... Oui, j'ai compris. On préférait que vous répondiez avant pour commencer, parce que nous, on a un extrait qui vient avec le nôtre, puis c'est plus simple si vous répondez en premier, si ça ne vous dérange pas. Ce qui nous a marqué dans cette expérience était de voir comment un individu d'une génération autre que la nôtre perçoit et comprend notre génération. Personnellement, nous avons aimé travailler sur ce projet, car dans un instant fatal qui nous avons pu nous reconnaître, comme dans d'autres, nous avons pu débattre pourquoi ou non on ne se reconnaissait pas. Nous avons été marqués par le défi du temps et nous avons trouvé ce projet intéressant et enrichissant. C'est vous?
Comme on a dit précédemment, c'était tout nouveau pour nous. C'est pourquoi il a fallu faire d'une vraiment grande ouverture d'esprit. Au début, on ne savait pas vraiment dans quel bateau on s'embarquait, mais nous avons décidé de plonger tête première en faisant confiance à nos enseignantes. Puis, avec le temps, c'est devenu de moins en moins vague pour nous. La signification de Petite Poussette était devenue une preuve pour nous tous, là. Puis la preuve, c'est qu'on est ici aujourd'hui pour vous parler de ce projet-là, puis on est vraiment fiers de représenter notre école pour ce projet hors de l'ordinaire. Petite Poussette, elle a marqué notre secondaire, puis elle a même une place bien à elle dans notre album définissant. Donc on tient à vous remercier, Michel Serre, de nous avoir inspirés. Et justement, on a un petit extrait, une entrevue de Michel Serre réalisée par Monique et Nathalie, qui a été faite en France, dans laquelle on voit Michel Serre qui découvre qu'il a inspiré autant de jeunes pour ce projet d'envergure internationale. Face à la tour immobile, féreuse, portant orgueilleusement le nom de l'auteur et oublieuse des milliers qui ferraillèrent l'ouvrage, dont certains moururent là, face à la tour porteuse en haut de l'un des émetteurs de la voix de son maître, alors dansera nouvelle, variable, mobile, fluctuante, bariolée, figée, nuée, marquetée, mosaïque musicale, kaléidoscopique, une tour volubile en flamèche de lumière chromatique représentant le connectif connecté. Le collectif connecté. Voilà, exactement. Bonjour, Monsieur Serre. Bonjour et bienvenue en France. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. C'est bien loin. Je suis content que vous soyez là. Ouais. Merci. Nous sommes venus aujourd'hui vous présenter le projet de classe Petite Poussette, qui est un projet où environ 200 élèves ont travaillé pour exprimer leur réaction quant au contenu de votre essai Petite Poussette. Oui. Et j'aimerais savoir connaître votre réaction par rapport au travail de ces élèves-là. Oui. Alors, elle est double. D'abord, une grande joie, parce que tout de même, qu'un livre qui a été destiné à quelqu'un soit reçu par quelqu'un et qu'il réagisse, est une joie pour un auteur, ça c'est évident. Mais la seconde est un peu différente. C'est presque familial. C'est-à-dire, je me sens un peu le grand-père, et tout d'un coup, c'est la fête de mes petits-enfants. Comme si les petits-enfants arrivaient chez moi et me fassent un cadeau. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je leur ai fait un cadeau et ils me donnent aussi un cadeau. Alors, il y a quelque chose d'assez familial. Mais il y a plus qu'une famille, c'est la famille francophone. Alors ça, vous voyez, j'ai beaucoup vécu au Québec pendant presque 15 ou 20 ans. Et que le Québec revienne avec la Belgique qui revient, etc., la francophonie, ça me touche beaucoup aussi. Parce que vraiment, cette espèce de communauté de frères ou de cousins est vraiment très émouvante. Par conséquent, c'est à la fois le grand-père et le cousin de la province. Voilà, exactement. D'accord. Vous savez, les élèves ont travaillé à partir de questions qui ont été soulevées dans votre essai, qui se sont interrogés beaucoup, ils ont lu en accompagnement avec divers enseignants et ils en sont venus à exprimer leur opinion sur certaines questions que vous avez soulevées. Et les petites poussettes, entre autres du Québec et de la Belgique, aimeraient connaître votre opinion par rapport à ces questions-là. Avec plaisir, avec plaisir. Quand ils ont lu et votre essai, ils ont déterminé. On est toujours avec Mani et Malika? Ben, c'est comme ça que ça va se terminer. On vous remercie vraiment d'avoir collaboré avec nous pour faire ce projet international. Merci pour vous, pour votre écoute, puis à la prochaine. Maintenant, on passe à la deuxième partie.
Et nous allons accueillir Mme Annie Turbide, enseignante de 5e secondaire à l'École Cardinal-Leroy, qui va animer le débat, un débat bien particulier dont elle va vous présenter les règles du jeu et elle va même vous expliquer comment vous pourrez voter pour les meilleurs débatteurs. Alors, Mme Turbide. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Ça va? Bonjour le reste du monde. La Belgique, la France, Monsieur Serre. Bonjour. Vous allez bien? Vous passez une bonne soirée? Alors, wow! Je sais plus quoi faire. OK. Alors, bonjour à tous, Québec, aussi, vous êtes aussi importants que les autres. Je m'appelle Annie Turbide, j'enseigne en éthique et culture religieuse à l'École Cardinal-Leroy et on vous restage, non, ça va être un vrai débat, un débat qui a été pratiqué en classe sur les propos qui sont tenus par Michel Serres dans son livre. Et aujourd'hui, vous allez ce débat se fera rencontrer, en tout cas, des élèves de Québec, des élèves de la Belgique et ainsi que Michel Serres. Les équipes sont donc formées de 2 élèves de Québec et de 2 élèves de la Belgique et ils vont débattre contre Michel Serres sur des aphorismes qui ont été avancés. Attention, ce n'est pas un débat d'idées réelles, mais bien un exercice intellectuel. Exactement comme on le faisait dans la philosophie scolastique du Moyen Âge, on donnait un thème et on imposait aux débatteurs la position dont ils allaient débattre. Alors, les personnes que vous allez entendre aujourd'hui ne vont pas débattre de leurs idées, mais bien se pratiquer intellectuellement à défendre une idée du mieux qu'ils peuvent. C'est bon? Il y a des temps chronométrés pour chaque intervention. Tout ça, c'est mon travail. Votre travail à vous, c'est d'apprécier ce qui va se passer, d'apprécier le propos et à la fin du débat, de vous prononcer sur quelques petits critères qu'on trouvait pertinents, combo amusant, par rapport aux débatteurs que vous avez vus. Donc, vous aurez à aller en ligne sur le site du REFER où sont mis en lien deux formulaires qui vous permettra de vous prononcer sur qui a eu le plus de sens de l'humour, qui a eu le meilleur art oratoire ou qui nous a le plus impressionné par son argumentation. Ça vous convient? Alors, pour le premier débat. Est-ce que vous voulez que je vous chronomètre? Tout le monde est là? OK. Premier débat. Je sais pas, je vais taper elle qui va te taper. L'aphorisme est le suivant. Avec Internet, l'école n'est plus utile en 2015. Pour vous présenter cet aphorisme, j'invite les élèves de Vésoul, Solène Delanne et Chloé Rondeau à vous mettre en contexte. Non, jamais, on n'a jamais fait de bac, c'est une première pour nous. Et vu qu'on est une classe aussi des deux-âges, là, appliqué, ça nous a énormément. Et vous? Merci. Alors, débatteurs, on vous rappelle que pour votre première intervention, vous aurez 2 minutes. Monsieur Serre, même chose, vous aurez 2 minutes chronométrées. Et pour la suite des choses, on le gère au fur et à mesure. Alors, dans ce premier débat, ça a été tiré au hasard, les positions. Donc, avec Internet, l'école n'est plus utile. Monsieur Serre, vous allez débattre que oui, effectivement, l'école n'est plus utile en 2015, tandis que les élèves donc de Belgique, Loredana Ordonez et Oriane Satin, que vous voyez à l'écran, ainsi que Sandrine Veillette et Elisabeth Dorion-Soucy,
vont débattre à leur tour que non, l'école est toujours utile en 2015. Je donne donc la parole à Loredana et Oriane pour un premier 2 minutes. Je connais un peu. Merci. Alors, la plupart de nos souvenirs d'école sont d'abord les amitiés et les rencontres. En effet, on ne peut pas résumer l'école sur les savoirs économiques, mais c'est aussi évidemment les compétences sociales qu'on y apprend. On est obligé de cohabiter avec des personnes différentes, sur des opinions différentes de ce qu'on entend à la maison. On découvre des cultures différentes, des idéologies différentes aussi, et c'est ça qui est enrichissant aussi. Nous pensons que l'obligation de vivre ensemble nous permet d'être beaucoup plus tolérants. C'est pas la seule vertu que l'école nous apporte, il y a aussi la politesse et le respect, et on a aussi la patience, car on est obligé d'écouter les autres, et c'est pas comme si on était devant le fond et qu'on pouvait écouter la conversation indépendante. Un autre point important, c'est que l'homme a pour instinct de rencontrer son œuvre face à face. En effet, les interactions physiques sont beaucoup plus enrichissantes. Comme le disait Aristote, l'homme est un animal politique. Ça montre bien que nous sommes souvent confrontés face à face et ça permet de voir beaucoup plus d'émotions et de percevoir le langage corporel et donc de vivre beaucoup plus d'émotions. En fait, l'école est un lieu de l'école permet de séparer les lieux, c'est en fait la définition du temps. C'est un lieu qui permet de mettre la limite entre le lieu favorisant l'apprentissage et le lieu favorisant la défense. Donc il est bon d'avoir un endroit dédié au travail et un lieu dédié au milieu familial et à l'intimité. La structure du système scolaire donne aux élèves un lien qui encourage la transmission de connaissances. Grâce aux horaires des cours, aux échéances d'examen, ou de devoirs, ou même aux règles à respecter, les élèves développent des capacités autres qu'académiques, la responsabilité, l'organisation ou l'autonomie, des éléments importants pour le monde du travail, et ce que l'enseignement en ligne ne permettait pas. Et donc pour en revenir au lieu, la salle de classe est un endroit de discipline et de concentration, ce qui favorise. Je suis désolée les filles, on vous arrête. Votre 2 minutes est terminée, je vous remercie. Monsieur Serre, c'est à votre tour de présenter vos arguments qui dit que, effectivement, en 2015, l'école ne serait plus utile. Vous avez 2 minutes. C'est extrêmement difficile de dénoncer cette thèse, puisque je suis de la délinquance. Moi, l'école est toujours utile, bien entendu, mais si on veut débattre et penser que l'école est plus utile, je peux considérer à l'idée que l'école est en pleine transformation. Et l'intérêt de ce débat aujourd'hui, c'est de montrer à quel point un nouveau monde est en marche. Et en effet, on met ensemble des Québécois, des Belges et des Français, un monde qui a une nouveauté qui arrive, et que l'école telle qu'on l'a pensée autrefois, peut-être elle est en train de perdre de son importance, et c'est une nouvelle école qui est en train de naître. Alors, ce n'est pas que l'école ne soit plus utile, mais l'école est en train de se transformer. Et en effet, par exemple, avec les nouvelles technologies, on peut toujours avoir de l'information. Par exemple, si je veux avoir le chinois avec des amis de Nice ou de Bruxelles, je peux toujours avoir de l'information sur Internet. Oui, mais je ne comprends rien. Et les amis ne comprennent rien non plus. Il faut donc faire quelqu'un qui soit compétent et qui m'aide précisément à comprendre ce que je ne comprends pas. Par conséquent, Internet donne de l'information, mais l'école transforme l'information en connaissance. Transforme l'information en connaissance. Et j'ai été très sensible au fait que tout à l'heure, quelqu'un a dit, une des jeunes qui a dit, que l'école n'était pas seulement un endroit pour le savoir, mais c'est un endroit de rencontre, où on rencontre les gens pays différents, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes métiers, etc. Et il faut rester 10 secondes, je vous dire. Je comprends pourquoi. Parce que quand j'étais très jeune, les gens étaient très cohérents, c'était la même culture, c'était la même origine, etc. Aujourd'hui, il y a des mélanges de plus en plus importants. Et c'est comme ça que l'école change. Elle change non seulement pour ce qui concerne l'ambition du savoir, mais elle change aussi pour le mélange des cultures, le mélange des langues, le mélange des religions même, etc. Et du coup, on retrouve des débats qu'on aura tout à l'heure sur le fait que l'école apprend d'avoir la cohérence. Merci, M. Serre. Aujourd'hui,
sera autant du côté de la taux que de France. Il faut dire ça. Alors, je vais passer la parole, si vous me le permettez, aux Québécois, donc aux Québécoises, pardon, qui auront à leur tour 2 minutes pour faire valoir leurs arguments sur l'école n'est plus utile, mais qui disent que oui, finalement, il s'agit toujours d'un concept utile. 2 minutes, les filles. Bon, je pense que ce qui est important de dire avec l'école, c'est que c'est avant tout un contexte d'homme à homme. Le maître est en avant de l'élève et il peut déceler la façon dont les élèves comprennent ou ne comprennent pas ce qu'il est en train d'expliquer, ce qui lui permet d'adapter son enseignement. Ça, c'est quelque chose qui, sur Internet, est totalement impossible. Puis, ça permet aussi aux professeurs de faire de la différenciation pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs élèves qui sont, on parle d'auditifs, de visuels, de gens qui préfèrent faire les choses pour les comprendre. Quand on est chez soi, on n'a pas cette possibilité d'adapter, en fait, l'éducation à la façon dont nous, on la comprend. On ne peut pas comprendre par nous-mêmes ces choses-là parce qu'on a besoin que le professeur l'adapte pour nous. C'est pas en allant nécessairement sur... oui, l'information est disponible sur Internet, mais c'est pas en allant sur Internet qu'on va être capable nécessairement de comprendre. C'est plus une compréhension de texte. C'est pas tout le monde qui est bon là-dedans. Ça prend quelqu'un pour nous l'expliquer. Comme l'a dit Michel Serre, on va appeler un ami, on a besoin d'explications. Mais je crois que les enseignants sont là pour ça. Puis c'est ça qu'on voulait dire à propos de ça. Puis aussi le fait qu'à l'école, il y a des choses qui sont pas, qui sont là, qu'on n'a pas à la maison, qu'on n'a pas sur Internet, comme des laboratoires scientifiques. Toutes les expérimentations qu'on y fait, ça nous aide à comprendre, à essayer plus. Quand on essaie quelque chose, on comprend bien mieux que lorsqu'on le lit ou qu'on le regarde sur une vidéo. Je crois que ça, c'est vraiment important d'avoir ça, puis d'être capable d'y avoir accès exactement. Je pense que ce qui est important de dire aussi, c'est que oui, les connaissances sur Internet sont gratuites. Oui, tout le monde peut y avoir accès, mais quelque chose qui est gratuit vaut son prix. C'est-à-dire que les connaissances sur Internet sont souvent des connaissances qui ont des mauvaises sources, qui sont mal expliquées, difficiles à comprendre. Et ça, c'est pas ça qu'on veut pour l'enseignement aujourd'hui. Pour l'apprentissage. Voilà. Bravo les filles, vous avez bien respecté votre 2 minutes. Excellent. Alors, Monsieur Serre, ce sera à votre tour de répondre aux filles sur la nécessité de l'école en 2015. C'est votre dernier 2 minutes avant une période d'échange plus libre. C'est parti. Je suis certain que l'école continue à être utile, exactement pour les raisons qui viennent d'être dites. Mais en plus, si vous voulez, je crois que la transformation profonde qu'il y aura dans l'école aujourd'hui viendra du fait que l'information est à la portée de tout le monde, entre l'information et la connaissance, je l'ai dit tout à l'heure. Et l'information, c'est en effet ce qu'on trouve sur Internet, et par exemple, on peut trouver des choses concernant la science, concernant l'astronomie, concernant le monde, etc. Et ces choses-là, évidemment, on peut ne pas les comprendre. Et donc, on est obligé d'avoir quelqu'un qui vienne vérifier. Et par conséquent, il y a une sorte de association entre les nouvelles technologies et l'école. Et le problème aujourd'hui, c'est le suivant. C'est comment arriver à marier de façon correcte les nouvelles technologies et l'école traditionnelle. Et la transformation que nous sommes en train de vivre, c'est la transformation de ce mariage-là. Comment les nouvelles technologies, qui sont très importantes aujourd'hui, puisqu'elles créent un monde nouveau, vont transformer l'école. Et ça, on peut le penser de façon précise, parce que lorsqu'on a inventé l'imprimerie, lorsqu'on a inventé l'écriture, il y a très longtemps de ça, l'école s'est aussitôt transformée. Parce qu'on avait à sa disposition de l'information déjà là, avec l'écriture ou avec l'imprimerie. Et aujourd'hui, on a une information encore plus importante sur le numérique, mais là, il faut évidemment l'exploiter, l'expliquer, etc. En conséquent, l'école telle qu'elle est aujourd'hui est peut-être inutile, mais l'école telle qu'elle est en train de devenir sera toujours l'école de la pédagogie nécessaire. En conséquent, je crois que l'école sera toujours là et qu'elle sera complètement transformée. Comment sera-t-elle transformée? À ça, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire parce que les initiatives ici et là, les initiatives à Bricout, au Québec, à Chicoutimi, etc., vont influencer beaucoup l'école de demain. Et par conséquent, c'est des initiatives locales, telles que vous décrivez vous-même, qui seront les plus importantes.
Merci, Michel Serre. Alors maintenant, nous avons 6 minutes devant nous, débatteurs de tout pays, pour intervenir. Si vous voulez parler, vous levez votre main à Québec. À l'international, vous faites de grands signes pour qu'on vous voit. Et vous aurez à ce moment-là, à partir du moment où je vous donne la parole, 1 minute devant vous pour faire votre point. Ça vous convient? Je vais prendre ça pour un oui. Alors, est-ce que quelqu'un veut débuter et prendre la parole pour faire valoir, donner des exemples, expliciter, comparer ce que vous souhaitez? Alors, parole à la Belgique pour 1 minute. Un point sur lequel on voulait insister, et on voulait aussi la guider, c'est que une salle de classe favorise la concentration, parce qu'on est avec des livres, on est avec un professeur, alors que sur un écran, il y a plein de fenêtres ouvertes, et on a les notifications, on a les alertes, et ça peut constamment nous distraire. Je dois répondre à cette affaire-là. Oui, allez-y. Je crois que c'est équivalent. Parce que dans une classe, par exemple, ou avec des livres, il peut y avoir des images, etc., et ça peut vous déconcentrer. Au contraire, on peut imaginer un écran qui soit bien organisé et qui favorise la concentration. Je ne crois pas que l'une ou l'autre soit meilleure ou pire, vous voyez. Je crois que la concentration dépend en effet de la manière dont est fait la page, la manière dont est donnée la tâche, la manière dont est fait l'écran. Vous voyez, c'est la manière qui compte et non pas le fait que ce soit ou l'écran ou la page. Je crois pas. Alors, Québec demande la parole pour 1 minute, Sandrine. Bien, moi, je crois que justement, nous, en tant que jeunes, on a été habitués au format page, on a été habitués à la concentration. Quand on lit un livre, Mais lorsqu'on est sur un ordinateur, on a tellement accès à plus de choses que les connaissances. On a Twitter, Facebook, on a toujours le petit onglet qui apparaît, puis oui, on peut le fermer, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce que c'est vrai quand on soupe, par exemple, ou qu'on est au restaurant, on laisse vraiment notre cellulaire dans notre poche? Non, la plupart des gens l'utilisent, mais c'est la même chose. Si vous voulez travailler, vous allez avoir la page Facebook ouverte quand même pour avoir votre discussion. Puis même si c'est dire « Ah, mais j'ai mon groupe Facebook avec lequel je travaille », je crois qu'on n'est pas toujours sérieux puis concentré. Puis je crois que la page nous permet ça, notre livre, notre devoir papier nous permet vraiment de la concentration. J'aurais besoin de voir les amis de l'extérieur pour savoir s'ils veulent parler, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un veut répondre à Sandrine? Alors, je donne la parole à Michel Serre. Après ça, c'est à vous, les filles. Il y a deux qualités intellectuelles différentes. Il y a premièrement la concentration, qui est une qualité intellectuelle très importante, mais il y a aussi le fait de pouvoir avoir plusieurs idées à la fois. Il ne faut pas croire que c'est une dispersion. Regardez par exemple les grands champions d'échecs, par exemple, ils sont capables de jouer une partie contre 2, 3, 4 ou 10 personnes. Ils sont capables d'avoir plusieurs idées à la fois. Le fait d'avoir plusieurs idées n'est pas une dispersion. Elle peut être aussi une nouvelle qualité donnée intellectuellement. Il y avait par exemple des auteurs très connus qui dictaient plusieurs livres à la fois, plusieurs secrétaires. Vous voyez? Et donc, on peut dire deux qui ne sont pas concentrés. Et non, ils utilisaient une autre fonction de la connaissance, autre que celle de la concentration. Il peut y avoir deux qualités. Excellent, merci. Je donne la parole à Loredana et Oriane. On va faire une petite, dans un contexte face à face. Le professeur peut plus déceler les réactions des élèves et non plus s'adapter aussi son enseignement pour aider l'élève. Et donc ça, c'était aussi la différenciation pédagogique, de l'adaptation aux différents élèves. Et est-ce que vous pensez que ce rôle du professeur pourrait être remplacé par un professeur en ligne ou pour un enseignement autre sur Internet? Il y a une grande différence à faire entre le virtuel et ce qu'on appelle le présentiel. Le présentiel est fait à les qualités que vous êtes en train de décrire et vous avez absolument raison. Oui, mais il se trouve que le présentiel n'est pas toujours positif. Parce que là, vous décrivez une relation réussie entre le professeur et l'élève. Il y a des réactions qui ne sont pas du tout réussies.
Moi, j'ai des professeurs que j'ai détestés, qui me détestaient. Et dans le présentiel, c'est un là, vous voyez ce que je veux dire, bien sûr. Et donc, ce n'est pas le présentiel qui est meilleur que le virtuel, mais je crois que les deux ont leur qualité propre. C'est-à-dire, le présentiel peut être bon ou mauvais, et le virtuel peut être bon ou mauvais. C'est donc dans l'exploitation ou du présentiel ou du virtuel que va la qualité. Et non pas seulement le présentiel serait la qualité, le virtuel serait de la non-qualité. Non, non. Il y a les deux, et seulement, c'est de manière de se sentir. Pour terminer ce débat, j'improvise là et je vous laisserai 30 secondes chacun pour conclure sur vos propos avant de demander à l'auditoire de passer au vote. Donc, je vais commencer par les Québécois. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Vous avez donc 30 secondes pour revenir sur vos principaux arguments. Voilà. Pour conclure, nous, on pense que l'école est toujours d'actualité aujourd'hui parce que c'est un lieu qui permet la socialisation, c'est un lieu qui nous permet de nous concentrer, d'avoir un apprentissage qui est encadré et structuré, mais c'est aussi un lieu qui nous permet d'interagir avec un professeur qui est devant nous, puis ça nous permet aussi de faire certaines expériences pratiques qui sont impossibles de faire chez soi, comme des laboratoires scientifiques qui sont faits avec des... Ouais. Il y a le développement aussi de la créativité, de tout ce qui est éducation physique, art, musique, dépendamment des écoles. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important puis que la technologie peut peut-être améliorer, mais ne remplacera jamais. Merci. Je vais demander maintenant à Loredana et Oriane de faire la même chose, donc de revenir sur vos arguments. Vous avez 30 secondes, les filles. Nous, on pense qu'aujourd'hui, c'est impensable dans l'école, c'est beaucoup trop imprégné dans notre culture. Maintenant, il est possible d'incorporer peu à peu la technologie dans les études et d'avoir un pôle avec tout ce qui est technologique et numérisation plus important. Mais on pense quand même que... Et on doute aussi fort qu'à la maison, dans un contexte qui n'est pas de travail, on pourrait se concentrer assez pour pouvoir bien étudier tout ça. En effet, on pense que l'équilibre entre un lieu pour se reposer et avoir la vie familiale et le lieu où il faut travailler, sans qu'on mette une distinction qui serait vraiment familiale. Excellent, je vous remercie. Et maintenant, à vous, Michel Serre, vous avez le mot de la fin pour ce premier débat. Oui, c'est très intéressant de parler, par exemple, des travaux pratiques des laboratoires. Il est bien clair que quand on a dans le laboratoire des travaux pratiques, c'est le présentiel qui s'agit. On pourrait le faire de façon virtuelle. Mais il y a de nouveau un autre argument qui vient en place, là, c'est qu'aujourd'hui, dans les expériences ou dans les travaux pratiques, on peut les remplacer par des scénarios, c'est-à-dire des simulations. Alors, d'un côté, on a la simulation virtuelle, et de l'autre côté, on a le travail pratique dans le laboratoire. Mais on essaie d'avoir un équivalent en scénario ou en simulation de ce travail pratique. Alors, de nouveau, c'est le même argument. Il y a le présentiel des cas supérieurs au virtuel ou l'inverse, et il y a dans les deux cas des qualités équivalentes. C'est-à-dire que ça dépend comment on pense. S'il y a de bonnes situations où les travaux pratiques, ça va arriver, ou au contraire, un très bon travail pratique et une nouvelle simulation. Je vous remercie beaucoup. J'aimerais ça qu'on les applaudisse, s'il vous plaît, pour la participation à ce débat. Ils se sont préparés quand même longtemps. Bravo, la Belgique, le Québec, M. Serre. Alors, je vous invite à aller en ligne sur le site du Réfère pour vous positionner, donc donner une rétroaction là, à ces débatteurs sur leurs différentes compétences pendant qu'on se prépare pour le deuxième débat. Donc, dans environ 1 minute, les résultats vont vous être affichés sur les tableaux sur le côté pendant que tout le monde s'installe et fait le changement. En fait, là, ce sont des thèmes que les élèves ont déjà débattus, qui sont dans le livre Petite Poussette. Le deuxième débat, c'est sur la société. Parce que si vous n'avez pas lu Petite Poussette, il y a 2 grandes sections qui sont abordées, c'est-à-dire l'école et ensuite la société en tant que telle. Ah, on a les résultats au tableau, donc, qui a le plus brillé grâce à son argumentation? Bravo, Elisabeth. Sa culture générale. Bon, M. Serre, on s'y attendait, là, bon. Hein? On parle d'une autre catégorie, là, quand même. Alors, Sandrine, bravo pour ton style oratoire, ton esprit sportif. Bon, Michel Serre, décidément, vous avez en plus l'humour qui vient avec la culture générale. Reste du monde, est-ce que vous êtes prêts pour le deuxième débat? Excellent.
Donc, comme je le disais, dans Petite Poussette, on parle beaucoup de l'avenir de l'humain en tant que collectivité. Alors, le deuxième débat aura pour thème, avec Internet, l'humanité devient plus tolérante. Pour vous présenter le contexte de ce débat, j'invite les élèves de Vesoul à prendre la parole. La seconde notion s'intitule « Avec Internet, l'humanité devient plus tolérante ». Dans la vie de tous les jours, nous pouvons rencontrer de l'artiste, de la xénophobie, de l'homophobie, de l'extrémisme. Cela peut avoir des conséquences sur les adultes, pantalons sur soi-même, monde amical, enfants. Du coup, il faudrait rendre l'humanité plus tolérante. En effet, sur le web, nous avons un rassemblement de différents cultures. Nous trouvons des prestations. Le grand défi des écoles francophones dans les autres en est une parfaite frustration. Regardez-nous les élèves du Québec, de Belgique, de France et d'ailleurs. Nous sommes l'exemple même de ce recrutement qui nous permet de découvrir d'autres façons de penser. Merci beaucoup. Donc, dans le camp du oui, avec Internet, l'humanité devient plus tolérante. Nous avons Charlotte Lemieux ainsi que Lévi Simon Carpentier. J'ai dit quelque chose de croche? Non, c'est bon. Donc, Charlotte et Lévi Simon de Québec, ainsi que Raphaël et Brian de Belgique. Dans le camp du non, avec Internet, l'humanité ne deviendra pas plus tolérante, nous avons l'incomparable Michel Serres. Donc, je commence par donner le premier 2 minutes de parole à Raphaël et Brian de la Belgique. Les gars, vous en avez pour 2 minutes. Donc, pour mieux comprendre cette question d'ouverture à la diversité culturelle et à la tolérance, on pourrait faire le rapprochement entre Internet et le doux commerce. Donc, le commerce, un thème abordé par Montesquieu au XVIIIe siècle. Donc, il disait du commerce qu'il adoucissait les mœurs, parce qu'en multipliant les échanges et donc aussi les voyages, il rapprochait les gens et multipliait les comparaisons, favorisant la tolérance, et donc il guérissait des préjugés destructeurs. Donc Internet permet l'accès aux pensées, aux croyances, aux opinions et aux valeurs. En naviguant sur le web, on rencontre de différents points de vue qui nous aident à devenir des personnes plus tolérantes. Via les réseaux sociaux, il est facile de communiquer avec des personnes vivant dans une culture complètement différente de la nôtre. En se créant des réseaux de communication multiculturelle, on apprend à mieux connaître nos différents et par le fait même à les accepter et les davantage. On pourrait utiliser en exemple l'apprentissage d'une langue à l'étranger ou la participation à un projet de grande envergure internationale comme lequel nous participons actuellement. Internet aide à la compréhension des autres. Internet peut accélérer ou encore faciliter le processus de formation ou d'éducation des jeunes et influence leur sociabilité et les aide à accepter les différences qui sont avec les autres. Par exemple, Facebook, le grand réseau social, est une aide à la révélation des intérêts et au goût d'une personne de manière claire, ou encore fait ressortir ses opinions politiques ou autres et ses convictions. Confronté aux avis changeants de tout le monde, l'acceptation du fait que quelque chose ou quelques individus est différent est plus simple et semble plus de source assez naturellement. On parlera également de l'empathie universelle et de la sensibilité mondiale qu'apporte Internet. Certains disent que grâce à Internet, il est possible d'avoir de l'empathie ou encore de la sensibilité envers n'importe quel point du monde. Internet apporte aux hommes des sujets nerveux qui vivent sentimentalement et qui leur permet de partager des histoires fortes ou des opinions avec des gens d'autres horizons, de culture ou encore de religion. Merci. Je vais maintenant donner la parole aux Québécois. Donc, vous avez 2 minutes, Charlotte et Lévi Simon, pour défendre votre point qui dit que l'humanité deviendra plus tolérante avec Internet. Moi, je vais débuter par conclure sur ce que Michel Serres a dit. En fait, il dit que vu qu'on ne parle pas la même langue que les autres, ce serait difficile de faire un travail comme on fait en ce moment. Oui, c'est vrai, mais le fait qu'on ne parle pas cette langue-là, mais qu'on ait le désir de vouloir communiquer avec eux, ça peut nous amener à avoir une ouverture d'esprit, puis justement apprendre de nouvelles langues, des choses comme ça. Sinon, nous, on dit que Internet, ça permet le rassemblement humaniste des forces de tolérance. En fait, on peut comparer ça à la presse au 18e, 19e siècle. Dans le fond, il y a plusieurs organismes comme Greenpeace qui servent d'Internet pour faire de la sensibilisation par rapport aux animaux ou l'environnement, plusieurs sujets comme ça.
Il y a aussi le printemps arabe. Internet a joué un rôle important pour eux. Dans le fond, c'était là que les contestations, puis tous les groupes pouvaient se rassembler pour parler de ça, puis monter des regroupements. Moi, un point que j'aimerais apporter, c'est aussi que l'intolérance est créée souvent par l'ignorance, c'est-à-dire une compréhension erronée des croyances de quelqu'un d'autre. Internet, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça aide à propager les connaissances, l'intelligence et les idées. Une des preuves, c'est si on regarde les chiffres de l'UNESCO, en 1950, 40% de la population adulte dans le monde était analphabète. Quand on regarde maintenant où on en est rendu aujourd'hui, en 2015, c'est seulement 16% de la population qui est analphabète, et ça serait un peu déplacé de dire qu'Internet n'a rien à faire avec ça. Ça aide à propager l'intelligence, les connaissances, donc également à apporter plus de tolérance, parce que puisqu'on est plus de connaissances, on est capable et à même de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre ses connaissances, de mieux comprendre sa religion, sa culture et sa façon de penser. Excellent, merci beaucoup. Alors maintenant, on est devant 4 minutes de discussion plus libre. Vous me faites des grands signes à l'international si vous voulez parler. Les Québécois, des petits, ça fera. Est-ce que quelqu'un... Oui, grand signe de la Belgique. Alors, parole à vous, les gars. Vous avez 1 minute. Nous aimerions simplement vous demander qu'est-ce que vous pensez de la thèse qu'Internet diffuse les différences et donc augmente l'intolérance. Au fait que la mondialisation produit de la tribalisation des autres identitaires. Il est vrai, il y avait raison de le dire. C'est-à-dire la mondialisation, le fait que nous soyons dans un espace complètement mondialisé, a fait qu'il y a un certain nombre de forces qui nous ramènent à notre identité. C'est-à-dire, il y a des forces qui deviennent tribales. Alors il faut réfléchir à ça, en effet, de façon tout à fait fondamentale. C'est vrai qu'avec Internet, on rencontre l'autre, et que l'autre peut faire peur. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous le savez, dans les grandes batailles, même dans les violences les plus meurtrières, c'est toujours... Est-ce que vous connaissez la statistique qui dit que sur 10 meurtres, il y en a 8 où l'assassin connaît sa victime déjà. Donc il était déjà son voisin. Voyez donc que quelquefois, ce n'est pas l'autre qu'on fait peur, c'est le voisin. Je viens de le dire. Et par conséquent là, il y a de nouvelles morales à apprendre. C'est-à-dire comment tolérer celui qui est le voisin. Puisqu'on est dans un espace de voisinage, on n'est plus dans un espace de distance. Et par conséquent, toute la question aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie relation avec celui qui peut être notre voisin. Voilà. C'est le voisin qui est le problème. C'est le prochain qui est le problème. Vous savez, quand on dit aimer votre prochain, c'est ça que ça veut dire. C'est une solution extraordinaire. C'est-à-dire, on ne vous demande pas d'aimer celui qui est très loin. C'est très facile d'aimer quelqu'un qui est très loin. Et aimer quelqu'un qui est à côté de vous, c'est quelque chose de très difficile. J'ai une demande d'intervention de la part de Québec. Alors, je donne la parole à Lévi Simon pour 1 minute. Oui, par rapport à ce que vous venez de dire, M. Serre, effectivement, souvent, les dissensions et les tensions vont être entre voisins. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le milieu multiculturel où on vit aujourd'hui, souvent le voisin, c'est celui auquel on va faire référence quand on parle de l'autre, quand on parle d'une autre culture. Oui, effectivement, c'est notre voisin, il vit dans la même ville que nous, dans le même voisinage que nous, mais souvent, il vient d'ailleurs. Donc, Internet nous permet d'aller chercher des informations sur les personnes qui sont dans notre entourage direct et qui, même si elles ne viennent pas d'un autre pays, même si elles sont à côté de nous, il peut y avoir des tensions et de l'intolérance créée par ce lien qui nous rapproche. Mais vraiment, Internet nous permet, je crois... Oh. Je crois qu'Internet nous permet vraiment d'aller au-delà de ça et de se rapprocher. Alors, on me dit que le temps presse. Je vais donc donner encore une fois le temps à chaque équipe de pouvoir conclure. Et je vais commencer par la Belgique. Donc, je vous donne 1 minute, de 30 secondes à 1 minute pour revenir sur vos arguments et ainsi conclure. On continuera avec Québec et on terminera avec vous, M. Serre, si vous me permettez. Raphaël et Brian, c'est à vous. Okay, nous avons tous les deux à remercier Michel Serre pour sa participation de cet événement. Oui, juste une petite dernière question si c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'Internet nous profite et donc
qui nous donne vraiment les informations seulement ce qui nous intéresse et qui nous ressemble. Alors, je vais vous demander, M. Serre, de répondre à cette question-là juste après l'intervention des Québécois, et ce sera le mot de la fin. Ouais, je vais aller. Dans le fond, parole à Charlotte. Nous, on va insister juste sur le fait qu'avec Internet, on va être porté à avoir des articles qu'on n'aurait jamais lus sinon, mais des fois, c'est juste un clic que tu es intrigué par le titre, tu vas lire, puis ça t'amène comme une nouvelle ouverture d'esprit sur quelque chose que tu n'aurais jamais pris ce livre-là à la bibliothèque. Tu ne l'aurais pas amené chez toi pour le lire, tu n'aurais peut-être même pas vraiment pris le temps de regarder. Là. Merci. Lévi-Simon, est-ce que tu veux intervenir? Oui, juste pour finir, j'aimerais aussi dire que... Juste pour finir, j'aimerais également dire que souvent on dit que sur Internet, il y a beaucoup de haine et d'intolérance, justement, qu'il y a beaucoup de personnes qui critiquent et des groupes de haine, justement, qui se promènent. Mais on oublie souvent qu'au début, les livres, même il n'y a pas si longtemps, dans les années 40 ou 30, juste pendant les guerres mondiales, en fait, il y avait beaucoup de livres qui étaient très haineux et justement qui discriminaient des parties de la population. Donc le médium a tout simplement changé. Les habitudes des humains et de nous en tant qu'hommes n'ont pas nécessairement changé. Mais Internet, puisqu'on peut le modifier très rapidement, eh bien, on peut s'attaquer directement à des propos haineux comme ceux-là, tandis qu'on ne fait pas le faire avec un livre, qu'on fait simplement lire. Merci. Alors maintenant, M. Michel Serre, la parole est à vous. Je vous rappelle la question de la Belgique, en fait, qui vous demandait qu'est-ce que vous pensez du fait qu'avec les logarithmes, maintenant, on peut avoir accès à seulement des choses qui nous intéressent. Et je vous invite à conclure sur la question de la tolérance, de la tolérance dans l'humanité. Vous avez donné des dates. C'est très important de donner des dates, 1930, 1940, 1950, etc. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à enseigner, il n'y avait pas de mélange. Et maintenant, dans toutes les écoles, dans toutes les universités, quel que soit le pays, il y a toujours des mélanges. J'ai toujours j'enseigne à Montréal, j'enseigne à Bruxelles, j'enseigne à Paris ou en Amérique, il y a toujours devant moi des étudiants qui viennent de divers coins du monde. Par conséquent, nous sommes dans l'école en ce moment dans un problème de mélange. Et quand on enseigne en mélange, on n'enseigne pas du tout comme si on enseignait à quelqu'un qui serait de la même culture, de la même langue, de la même religion et des mêmes mœurs. Par conséquent, aujourd'hui, il y a un changement de pédagogie. Il ne touche pas seulement les enseignés, c'est-à-dire les étudiants ou les élèves, mais qui enseigne le professeur. Le professeur doit inventer une langue qui soit compréhensible à des gens qui n'ont pas les mêmes mœurs, qui n'ont pas les mêmes droits, qui n'ont pas les mêmes politiques, qui n'ont pas les mêmes idées, etc. Et donc, la charge là de l'enseignement et de la nouvelle pédagogie est à la charge de l'enseignant. L'enseignant doit se transformer comme l'école se transforme, parce que précisément, il est obligé de parler d'une langue tout à fait nouvelle, qui est la langue de ce mélange-là, adaptée à ce mélange. Et ça, c'est tout à fait passionnant. C'est une transformation de la pédagogie qu'on n'a jamais connue sans doute ainsi. Je vous remercie. Alors, public en délire, je vous invite à vous prononcer sur les qualités de débatteurs de cette équipe, donc de Belges, de Québécois, et ainsi que Michel Serre. Vous avez les liens que j'ai vu passer plusieurs fois. Dans 1 minute, on vous présente les résultats. Ah, la Belgique applaudit. Bravo, tout le monde. Oui, on vous félicite. Sérieux, tout le monde. Champion. Merci, M. Serre. Merci pour Petite Poussette, mais merci aussi d'avoir pris le temps d'échanger avec nos élèves pour qui c'est très précieux. Et je ne sais pas si vous imaginez dans leur curriculum vitae ce que ça donne débattre avec un académicien, mais même en 2015, c'est impressionnant. Merci. Ça applaudit quelque part en Europe. Est-ce qu'on est prêt à divulguer les résultats? Oui, ça y est, ça y est. Alors, Michel Serre. Lévi-Simon, tu étais proche.
Michel Serre? Bon, mais, hein? On vous remercie d'avoir été là et je passe la parole à votre maître de cérémonie en vous souhaitant un agréable réfère.